sommes donc de retour sur le pavillon Côte d'Azur France Terre d'IA à l'occasion du World AI Cannes Festival et on va évoquer avec 3 nouveaux intervenants l'IA générative pour la configuration des interfaces utilisateurs des véhicules. Pour en parler avec nous, Pierre Sigris, cofondateur CEO d'Epic & Poc. Bonjour Pierre. Bonjour. David Carvalho, directeur général de L2 Concept, ou il faut le dire en anglais, L2 Concept. Ça marche dans les deux. Et Paolo Moura qui était avec nous ce matin. Rebonjour Paolo, vous êtes donc directeur adjoint en charge de l'innovation et du partenariat à l'IMRED Université Côte d'Azur. Alors on va vous demander à chacun de vous présenter. Pierre, présentez-vous, votre expertise et puis surtout l'entreprise Epic & Poc. Alors Epic & Poc, en fait, on est une petite start-up qui, voilà, on a été créé il y a 5 ans de ça. On est des enfants du pays, on est très très fiers de ça. Et puis on travaille dans le monde de l'automobile, on aide en fait nos clients qui sont des constructeurs automobiles ou des fournisseurs de rang 1 à explorer en fait des nouveaux concepts pour ce qu'on appelle le cockpit intelligent. C'est-à-dire que on n'est plus sûr de la voiture qui a un moteur, mais en fait on est sur une voiture qui intègre un certain nombre de services, une voiture qui n'est pas là que pour se déplacer. Et on travaille en fait non plus sur on va dire le focus du conducteur, mais sur tous les occupants, puisque on a comme ligne de mire de travailler sur la nouvelle mobilité, sur une mobilité qui est partagée et qui doit en fait servir tous les occupants à un moment donné qui empruntent le véhicule. David, présentez-nous L2 Concept. Donc L2 Concept, ça fait maintenant 11 ans qu'elle est installée aussi sur Antibes, en plein Sophia Antipolis. Historiquement, c'est une société qui fabriquait des concept cars pour l'automobile. On a Toyota, on a Mercedes, on a aussi Venturi qui est dans la région, mais aussi pour des clients un peu plus loin à l'étranger. Au fur et à mesure des années, on s'est diversifié sur d'autres formes de mobilité, comme des yacht toys, comme des sous-marins, mais aussi des bateaux, des 2 roues, et aussi dernièrement avec des drones volants, donc des taxis volants, que l'on a fait dernièrement pour Renault. Et au fur et à mesure, on devient de moins en moins prototypiste et plus en plus intégrateur. C'est-à-dire que nos objets qui étaient statiques, on inclut de la technologie à l'intérieur, on les fait fonctionner, donc c'est du design de système, d'où aussi les liens interface homme-machine. C'est quelque chose aussi sur lesquels on est très concerné pour pouvoir imaginer les expériences immersives dans les cockpits qui vont venir dans les prochaines générations. Paolo, comment est-ce que vous, au niveau de l'IMRED, de l'université, vous collaborez sur ces thématiques ? Ouais, c'est intéressant. On a parlé aujourd'hui des Smart Cities. Dans les Smart Cities, les axes mobilité, c'est un axe important. Moi, je suis aussi titulaire de la chaire territoire et véhicules autonomes. Ça veut dire qu'on travaille beaucoup avec les véhicules autonomes, les droïdes. Et un des sujets qu'on essaye d'aborder, c'est l'accidentologie. Cette notion des véhicules autonomes, c'est les cas d'usage autour de ça et comment on peut intégrer ça avec l'IA, avec les cockpits. Ça veut dire que les véhicules, pas forcément, ils servent que pour transporter les personnes, mais est-ce qu'on a d'autres choses à faire avec ce véhicule? Et c'est là qui nous intéresse, ce sujet. Est-ce que c'est transversal justement avec la Smart City qu'on évoquait ce matin? Est-ce qu'il y a des liens, est-ce qu'il y a des connexions entre ces véhicules, les datas des Smart City? C'est évident, les Smart City, pour avoir une Smart City, d'abord on doit avoir un City. Ça veut dire qu'on vit ensemble, ça veut dire que toutes les tâches, toutes les choses qu'on fait, elles sont transversales. La mobilité, elle est la base de tout. Hein, on se déplace pour vivre, pour travailler, pour manger, pour s'amuser, et avec des transports divers et variés. Et cette fluidité des transports, ça aussi doit être pris en compte. Hein, ce n'est pas que les cockpits dans les sens transport véhicule, mais aussi dans les transports en commun. Il y a plusieurs choses qu'on peut utiliser et faire cette fluidité des transports modaux. Pierre, comment est-ce que vous voyez l'évolution de l'expérience utilisateur dans les prochaines années? Comme je vous le disais, en fait, on se dirige vraiment vers une mobilité de plus en plus partagée. Donc ça veut dire que les conducteurs de demain ne seront plus propriétaires en fait, de leur véhicule. Ils vont passer en fait, de véhicule en véhicule et avec toujours on va dire une petite période d'adaptation qui peut être dangereuse lorsqu'on découvre en fait, son nouveau véhicule où on l'a pas encore bien en main. Cette période-là va en fait se multiplier parce qu'on va passer de véhicule en véhicule. Et donc le véritable challenge, en fait, ça va être de faire que le véhicule que vous allez utiliser demain
ce soit toujours le même véhicule, quelle que soit la marque, que vous puissiez en fait retrouver les mêmes informations à la même place, que les commodos fonctionnent de la même manière et qu'il n'y ait plus en fait cet effet découverte et que vous puissiez prendre la voiture et partir sans avoir on va dire cette crainte de je ne sais pas très bien en fait comment fonctionne ce véhicule. Alors, il faudrait qu'il n'y ait qu'un fournisseur dans le monde et de préférence c'est Pick and Puck alors. Non, alors on serait très très heureux bien entendu, mais en fait ce qu'il faut, il faut passer d'un modèle où le constructeur en fait a imaginé une seule interface pour un plus grand nombre, pour que cette interface puisse on va dire s'adapter au plus grand nombre, à un modèle où chaque utilisateur va avoir son interface. Okay. Et c'est ce qui va en fait permettre d'éviter cette notion, ce flou artistique où lorsque je passe de telle marque à telle marque, je ne sais pas comment j'allume les phares, comment je démarre la voiture, où est-ce que je retrouve en fait mes informations. Non seulement il va falloir traiter la partie conducteur, mais il va falloir aussi traiter la partie utilisateur-passager pour que chacun en fait, puisse retrouver ses marques, quel que soit le véhicule qu'il va emprunter. Et vous, David, comment vous voyez cette évolution ? Alors chez L2 Concept, on a la conviction qu'il y a une dronisation des services de mobilité. Je pense que ça rejoint aussi complètement l'avis de Pierre. Donc du coup, ça veut dire qu'il y a des systèmes embarqués, un peu comme les drones. Il y a des centrales inertielles, c'est-à-dire que vous n'êtes pas véritablement en train de piloter, c'est-à-dire de choisir comment l'objet se balance. Il y a tout un calculateur qui décide comment réagir. Vous donnez juste une intention avec le joystick. Eh ben, on pense que cette dronisation va créer un standard multimodal et que finalement ce pilotage, y compris en mode essaim, va pouvoir permettre, à travers une infrastructure aussi adaptée, de gérer toute une mobilité, y compris de créer des synergies. Si on arrive à avoir des manques en matière d'énergie, il y aura une priorisation naturelle pour pouvoir être sur les services plus prioritaires par rapport à d'autres. Je pense que cette intelligence embarquée, elle fait partie en fonction des usages et des comportements des gens. Donc on se prépare en tout cas techniquement à accueillir ce type de technologie dans les objets de mobilité. Comment vous voyez cette évolution, vous, de l'expérience utilisateur, Paolo ? Bon, la première chose, je partage la même vision et j'ajoute aussi la notion d'un copilote actif dans la voiture pour réduire la partie d'accidentologie. Aujourd'hui, on est en train de conduire un téléphone qui sonne, on regarde le téléphone et là, ça peut causer un accident. Avec un copilote actif, un véhicule autonome, parce que quand on parle de véhicule autonome, on essaie de raisonner de façon binaire avec ou sans chauffeur, mais jamais de façon combinée. Un chauffeur avec un chauffeur actif en autonomie. Ça veut dire que dans ces cas-là, les véhicules peuvent prendre les contrôles et éviter un accident, un débordement des routes. Ça veut dire que les cockpits, ils peuvent aussi comprendre ce qui se passe. Un conducteur qui a un malaise, voilà, la voiture, elle peut prendre la main. Ce sont des choses qu'on peut ajouter à partir d'un cockpit qui est intelligent. Et alors, Pierre, comment est-ce que vous voyez l'utilisation de l'IA générative dans ce contexte et en quoi est-ce qu'elle apporte une solution ? En fait, l'IA générative va permettre de générer à la volée un petit peu ce que disait Paolo, c'est-à-dire c'est tout l'environnement, qu'il soit graphique, que ce soit le copilote. Et on voit de plus en plus l'avènement d'avatar. On va regarder Renault qui lance son petit avatar Renault qui est là pour veiller, pour interagir avec vous et puis pour finalement matérialiser cette intelligence artificielle. Mais en fait, cette IA générative, il va falloir qu'elle génère pour vous, au moment où vous prenez possession de la voiture, de tout cet environnement-là, pour que finalement vous vous sentiez chez vous, dans votre voiture, quelle que soit la marque et quelle que soit la destination que vous allez rejoindre, et quels que soient aussi les passagers que vous allez avoir à bord. Parce qu'en fait, ces passagers, c'est peut-être des membres de votre famille, c'est peut-être des gens avec qui vous covoiturez régulièrement ou des parfaits inconnus lorsque vous faites du Blablacar, par exemple. Donc il faut que cette IA générative permette de reconfigurer à la volée l'expérience à bord et pour que en fait, vous ne soyez jamais dérouté. Mais qu'est-ce qu'on aura au final ? Est-ce qu'on peut imaginer un immense cadran où il y aura tout, il y aura les feux comme on a l'habitude de les utiliser, les essuie-glaces, la playlist Spotify, Deezer, etc. pour l'enfant qui est derrière, exactement. etc. En fait, nous, on travaille sur tout ce qui est modélisation, par exemple, des interfaces graphiques. Donc, on sait autocoder en fait, des interfaces graphiques à partir de modèles que l'on a élaborés. Et la prochaine étape, en fait, c'est de pouvoir utiliser une IA générative
pour générer ces modèles. Et ces modèles devront être fidèles en fait à ce que attend l'utilisateur en termes d'interaction. Et chez L2 Concept, alors l'IA générative, qu'est-ce qu'elle vous apporte? Les véhicules d'aujourd'hui, on voit, quand on rentre à l'intérieur, c'est des instrumentations de bord. Donc on voit des aiguilles, on voit des chiffres, c'est très fonctionnel. Donc, parce qu'elles étaient très orientées sur être efficace pour conduire mon véhicule en toute sécurité. Avec les technologies dont on parle, on voit bien qu'on va être libéré sur le plan cognitif de toutes ces instrumentations de bord. Donc du coup, on va passer du monde de l'image et du visuel à un monde de l'expérience. C'est-à-dire sur le plan sensoriel, on aura des véhicules de plus en plus expressifs. C'est-à-dire on remplace les phares par un regard, on remplace un intérieur de cockpit qui est concentré sur les instrumentations de bord par tout un environnement immersif. On voit le Vision Pro, donc capacité à augmenter la réalité. Donc on imagine avec les IA génératifs de rentrer de plein pas dans quelque chose qui n'est pas préécrit, mais qui s'écrit en live au fur et à mesure, en fonction de comment on s'est habillé le matin, de notre coupe de cheveux, de si on est tout seul ou si on est à plusieurs, enfin, voilà, ou de l'actualité même, et d'avoir la surprise d'une expérience inattendue à chaque fois qu'on rejoint son véhicule pour se rendre à un certain lieu. Paolo Selimreit qui avait créé, testé dans plusieurs communes des Alpes-Maritimes une navette autonome déjà. Non, on n'a pas créé. C'était la société Mila qui a créé la navette. Hein. Nous, on est un utilisateur de cette véhicule autonome. Par contre, on était soutenu par les territoires exactement pour créer cette phase d'expérimentation. C'est un territoire dynamique qui nous soutient parce que c'est pas simple, hein, faire tourner une navette, ça demande beaucoup des soutiens du côté public. Et nous, on a ce soutien qui nous permet d'avoir une vision générale du projet. On a une opération en montagne avec Valberg, on a ici à Mandelieu, à Macken, on a des opérations à zone industrielle et Carros. C'est un territoire qui soutient la possibilité de comprendre à quoi ça sert un véhicule autonome et comment il peut s'approprier de ça, hein, pour améliorer les territoires. Ça veut dire que nous, on prend un cas d'usage, on prend un outil qui existe et on essaie de tester sur le territoire pour voir d'abord pourquoi on va faire ça et comment on va faire ça. Ça veut dire que c'est une technologie qu'on commence à s'approprier pour l'avenir. Est-ce que vous aviez eu cette approche de personnalisation au travers de l'IA générative? Tout à fait. La navette, au moment qu'elle s'est conduite tout seule, on doit imaginer quelque chose à faire à l'intérieur. Ça veut dire que cette IA générative, elle rentre exactement pour compléter ce sujet. Hein, les moments que le conducteur n'est pas plus là pour conduire la voiture, ça veut dire qu'il doit faire d'autres choses. Et une navette autonome, un véhicule autonome, c'est un véhicule public, c'est partagé. Ça veut dire les moments qu'on partage cet espace, comment on peut utiliser cet espace en commun de façon ou partagée ou individuelle. Et c'est là que ça rentre aussi la question de prioriser cet espace. Merci à tous les trois, on s'y voit déjà dans ces cockpits du futur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et dans un instant, prochain rendez-vous avec un IA Talk consacré à l'IA et les soins primaires.